dans son existence. Un vendredi sur deux, les refrains de mon cœur sur RCJ. Bonjour, c'est Sandrine Seban, je vous retrouve dans Essentiel. Gilbert Montagnier, bonjour. Le magazine culture de RCJ, écrivain, chanteur, comédien. Le maître, le génie, Michel Jonas. Pas exagérer, bonjour Sandrine. Vous donne rendez-vous les lundis et mercredis de 11h à midi. À très vite. L'air du temps. Une émission animée par Marc Wielinski. Débat en live sur les questions, les peurs et les espérances de notre société. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en live pour l'air du temps et nous allons mettre le cap sur l'Est avec Sylvie Berman. Bonjour. Bonjour. Sylvie. Et nous allons parler de Russie, Chine, alliés pour combien de temps ? Point d'interrogation. Le 3 septembre dernier, à Pékin, Xi Jinping et Vladimir Poutine s'affichaient côte à côte lors de la grande parade militaire commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Accolades, sourires complices, tout semble désormais scellé entre eux, une amitié indéfectible. Deux puissances, deux régimes autoritaires unis face à l'Occident. Mais pour combien de temps ? Alliance stratégique ou simple mariage de convenance ? Pour tenter d'explorer cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvie Berman. Sylvie, vous êtes diplomate de carrière, vous êtes ancienne ambassadeur de France à Moscou, à Pékin, à Londres. D'autres capitales peut-être, non ? C'est déjà... J'ai été à Bruxelles au comité politique et de sécurité pour mettre en place la défense européenne qu'on a un petit peu oubliée depuis. Voilà. Et vous connaissez évidemment donc ces deux géants que sont la Russie et la Chine, comme peu de gens. Vous êtes aussi présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale. Vous intervenez souvent dans les médias, notamment sur LCI. Et dans votre livre, L'ours, enfin votre dernier livre, L'ours et le dragon, qui est paru chez Talandier, vous retracez la longue histoire des relations entre ces deux empires continentaux que sont la Russie et la Chine, une histoire tumultueuse, faite de rapprochements spectaculaires et aussi de violentes ruptures. Et parce que la Russie et la Chine n'ont pas toujours été amis, et loin de là. Je me souviens que quand j'étais très jeune, à la fin des années 60, ces deux pays étaient au bord de la guerre nucléaire. On parlait que de ça, au moins pendant quelques mois. Et là, on a l'impression que la Russie et la Chine sont alliés contre nous, disons les choses rapidement, de ce point de vue-là. Et vous donnez un éclairage très, très profond, évidemment, à ce rapprochement ou à ce partenariat, je ne sais pas comment on peut dire les choses, qui, à la suite de beaucoup de péripéties. Donc, est-ce que ma première question sera, on creusera après, est-ce que vous pensez que cette alliance entre la Russie et la Chine est faite pour durer ? Oui, je pense qu'elle est faite pour durer, mais vous savez, moi j'ai écrit ce livre parce que quand j'ai quitté la Russie en décembre 2019, j'avais rencontré le directeur d'Asie russe au ministère des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui ambassadeur de Russie à Pékin, et il m'a dit, grâce à Donald Trump, on pourrait lui ériger d'ailleurs une statue. On n'a jamais eu d'aussi bonne relation entre la Chine et la Russie depuis Catherine II. Donc, depuis le XVIIIe siècle, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu
plonger ou me replonger dans l'histoire. On en parlera peut-être plus tard, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est des relations qui effectivement ne sont pas faciles. Je pense aussi que ce sont deux pays qui ont été fascinés par les États-Unis et qui ont eu, soit pour la Russie, ont eu une relation stratégique, c'était les deux superpuissances, soit pour la Chine, une quasi-alliance, comme l'a qualifié Kissinger, qui visait d'ailleurs l'Union soviétique. Alors en fait, c'est une relation assez triangulaire et aujourd'hui, les États-Unis sont l'ennemi, même si Trump est fasciné par Vladimir Poutine et par les hommes forts, mais ce n'est pas partagé par l'ensemble des partis ou de la population américaine. Et donc au nom du principe l'ennemi de mon ennemi est mon ami, ces deux pays se sont considérablement rapprochés et le rapprochement perdure parce qu'ils se sentent encerclés par l'un à l'ouest par l'OTAN et l'autre par les bases américaines à l'est. Et donc, ils ne vont pas ouvrir un front au nord parce qu'ils ont un intérêt partagé. C'est pas une alliance. La Chine ne conclut plus d'alliance depuis l'alliance sino-soviétique qui s'est terminée dans le sang. Mais c'est un partenariat stratégique. Et même si c'est un mariage de raison, c'est souvent ceux qui durent le plus. Oui. Alors, revenons un instant sur la photo du 3 septembre. Donc, Xi Jinping et Vladimir Poutine, j'allais dire la main dans la main, mais enfin, en tout cas, très proches, blaguant ensemble, etc. Et l'impression qu'on avait, qui était très particulière, c'était Trump qui envoie un tweet à ce moment-là en disant « mais vous êtes contre moi », etc. Comme si c'était un gamin qui disait « mais vous ne m'avez pas invité, je ne peux pas jouer avec vous ». Oui, il y a d'ailleurs une caricature, je pense que c'est dans un journal allemand qui était intéressante, c'est-à-dire que vous aviez sur une espèce de balançoire, vous aviez d'un côté Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, et puis devant, vous aviez Trump. Et Poutine lui dit, mais vous êtes supposé être de l'autre côté. Ouais. Et donc, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie fascination de Donald Trump pour Vladimir Poutine. Moi, j'en ai été témoin parce que je voyais régulièrement l'ambassadeur américain qui l'appelait directement à Moscou. Mais on le voit aussi dans ses déclarations pour Xi Jinping. Il a une fascination pour les puissances, pour les hommes alpha, puis peut-être une forme de nostalgie de voir lui subir des élections alors que les autres peuvent prolonger leur mandat à vie. Oui. Et effectivement, son tweet disant bravo pour. Enfin, vous vouliez que je regarde la parade, je l'ai regardée, du genre, bon, je l'ai admiré, puis en disant bien le bonjour à Kim Jong-un et Vladimir Poutine, avec qui je m'entends bien, mais qui, conspirent ou complotent contre moi. Ouais. C'était à la fois ironique et en même temps assez admiratif parce que la parade, effectivement, a montré l'avance des Chinois dans certains domaines d'armement. Ouais. Alors, c'est très impressionnant. J'étais à Pékin moi-même en visite il y a quelques mois, c'était au mois de juin, et il y avait des petits drapeaux partout, les enfants avaient des drapeaux. Ils préparaient déjà cette journée, c'est-à-dire ça a été, c'est un événement quand même extrêmement, extrêmement important pour les Chinois. Oui, les Chinois déjà sont très nationalistes. Et en fait, vous aviez eu un événement important qui était les Jeux olympiques qui avaient été organisés de façon admirable aussi et impressionnante en 2008. Et là, c'est aussi une démonstration de puissance et avec une chorégraphie impeccable. Ouais. C'est impressionnant, ce type de parade. On le voyait à Moscou autrefois. Bon, pour le moment, comme la Russie est engluée dans cette guerre en Ukraine, elle n'a pas exactement les mêmes moyens, mais il y a un côté chorégraphique, effectivement, dans ces défilés. Ouais. Alors, Sylvie Berman, dans ce livre, donc L'ours et le dragon, je le disais, vous faites toute l'historique, ou tout l'historique plus exactement, des relations entre ces deux puissances continentales asiatiques ou euro-asiatiques, dans le cas de la Russie. Alors, et vous remontez depuis le Moyen-Âge, depuis la Renaissance. Donc, on n'a pas le temps de parler de toute cette histoire, mais c'est très intéressant de vous lire parce que ça donne des éclairages quand même extraordinaires sur la façon dont
dont il y a un certain nombre de choses qui sont un peu éternelles dans la politique des Chinois et des Russes, et puis d'autres choses qui changent dans certaines époques. C'est-à-dire qu'à certaines époques, les Russes sont plus intéressés par l'économique et les Chinois plus par le côté impérial. Et puis à d'autres périodes, on a l'impression que c'est l'époque actuelle, les Chinois sont plutôt orientés vers leur développement économique et le maintien de leur croissance, et les Russes plus par un côté impérial. Oui, tout à fait, c'est complètement à front renversé parce que, au début, la Russie avait, des préoccupations essentiellement économiques et commerciales parce qu'en fait, le commerce de la fourrure lui apportait des devises et donc ça rentrait dans le trésor du tsar et il y avait des taxes, des tarifs, comme dirait aujourd'hui, Donald Trump, qui étaient très importants. Donc la préoccupation de la Russie, c'était ça, et c'était d'ouvrir la route vers la Chine et de pouvoir s'installer en Chine. À l'inverse, les Chinois considéraient qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, ça ne les intéressait pas. Leur préoccupation, c'était que les Russes ne soutiennent pas les nomades qui étaient vus comme des envahisseurs, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Grande Muraille avait été construite. Donc c'est complètement l'inverse, parce qu'aujourd'hui, Poutine n'a pas su construire une grande puissance économique. Il en avait les moyens parce qu'il a des ressources naturelles importantes, pas seulement les hydrocarbures que la Chine n'a pas. Ils avaient des ingénieurs, des mathématiciens, alors que les Chinois, pendant 10 ans, n'ont pas pu aller ni au collège, ni à l'université. Et aujourd'hui, ils sont les premiers dans le domaine de l'intelligence artificielle et ils sont devenus la deuxième puissance économique mondiale. Et moi, j'avais connu quand j'étais étudiante en Chine, donc juste quelques jours après la mort de Mao, une Chine absolument misérable. C'était un pays du tiers-monde dans lequel il n'y avait absolument rien. Donc ça a un côté miraculeux, non, parce qu'ils ont travaillé nuit et jour pour en arriver là. Mais il y a eu ce renversement de puissance aussi. L'Union soviétique était le grand frère qui méprisait un petit peu le petit frère. Et là, c'est un jour des anciens experts russes, au moment de la réconciliation, sont retournés en Chine et ils ont dit le petit frère a bien grandi. Et comment vous expliquez ça, vous, Sylvie Berman, cette espèce de discrépance entre les deux, entre la Russie, qui était dans les années 50 une puissance économique importante, qui finalement se détourne de l'économie, fin de l'Empire soviétique, et puis maintenant, on a l'impression, est plutôt une force, essaye plutôt de miser sur le militaire, et la Chine, qui était absolument misérable il n'y a pas si longtemps, quand vous l'avez connue, donc il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine d'années, et qui, elle, a totalement investi. Est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est politique ? Alors, il y a un aspect politique, bien évidemment, c'est aussi le choix des dirigeants. Pour Vladimir Poutine, ce qui est important, c'est pas d'être aimé, mais d'être craint. Et il y a eu ce traumatisme de la chute de l'Union soviétique avec la perte de la moitié du territoire de la population et le fait qu'elle était reléguée au rang d'une puissance régionale, ce que les Américains lui faisaient comprendre. La Russie, il y a cette volonté de revanche sur l'histoire. Ils évoquent toujours le siècle de l'humiliation, le 19e siècle, donc il y a eu les guerres de l'opium. Siècle de l'humiliation où la Chine a été quasi colonisée, Elle on peut dire des choses. quasi colonisée. Par les puissances occidentales, Non, la France, absolument. l'Angleterre, l'Allemagne. Tout à fait. Et la guerre Et la Russie. Et la Russie, mais qu'il a joué de manière un petit peu plus habile. Alors, elle a quand même pris 1,5 million de kilomètres carrés dans la partie asiatique, mais en même temps, elle n'a pas commis le sac du palais d'été qui avait été dénoncé par Victor Hugo, par Tolstoï, et qui était une monstruosité. Et en plus, l'achat forcé de l'opium pour réguler la balance commerciale, hein. Et la politique de la canonnière, donc la Russie l'a joué de manière plus habile, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il parle du siècle de l'humiliation, il vise plutôt les autres puissances occidentales. Oui, et il laisse de côté un petit peu la Russie, oui. Enfin, il minimise peut-être
l'action colonisatrice de la Russie. Absolument, mais enfin, on peut le dire de la Russie, ça se disait à l'époque de l'Union soviétique, mais de la Chine aussi, le passé est imprévisible. Oui, Et je trouve que c'est intéressant magnifique. mais bien sûr, parce qu'on réécrit l'histoire, c'est Orwell, donc mais d'ailleurs tous les pays, hein, on a un récit national et c'est en fonction des éclairages qu'on veut donner sur notre histoire. Mm. Ça vaut bien sûr pour la Chine et la Russie parce que ce sont des pays autoritaires et qui peuvent le faire Que plus ça vaut presque facilement, pour tout le mais monde, ça ça. vaut pour tout le monde. Ouais. Alors, Sylvie Berman, donc XXe siècle, les deux grandes puissances, Russie et Chine, vivent tous les deux une révolution communiste, prolétarienne, comme on voudra l'appeler, et se retrouvent frères d'armes, d'une certaine façon, au milieu du XXe siècle. Et avec un rapprochement quand même très fort après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Alors déjà avant, c'est-à-dire après la révolution, d'octobre, le Comintern a été créé et le Comintern voulait régir l'ensemble du mouvement communiste. Donc, ils ont, assuré une tutelle sur le petit parti communiste chinois, ce qui ne plaisait pas beaucoup à Mao, qui avait, lui, une approche idéologique complètement différente, qui était celle de l'encerclement des villes par les campagnes. À ce moment-là, d'ailleurs, Staline a préféré s'appuyer sur le parti nationaliste de Chiang Kai-shek parce qu'il était plus nombreux, leur a fourni plus d'armes avec lesquelles ils ont d'ailleurs tué des communistes. Donc il y a déjà un passif à cette période-là. Au moment de la victoire, Mao a été invité La victoire de la victoire sur les chinoise Japonais, sur les Japonais. Et de la guerre civile aussi, donc en 1949. Mao est invité à Moscou et ça s'est en fait assez mal passé parce que Staline le méprisait totalement. Et il a attendu 2 mois parce qu'il voulait absolument la signature d'un accord, enfin d'un traité d'alliance. Et c'est la seule vraie alliance d'ailleurs qu'il y a eu entre la Russie et la Chine qui a été conclue en 1950. Et les Chinois voulaient une aide de la Russie également pour fabriquer une arme nucléaire. Mais ils affichaient néanmoins une amitié de façade. Il y a eu une amitié de façade. À un moment, Staline a invité Mao pour son anniversaire au Bolchoï et il y a une chanson qui a été créée, Pékin-Moscou et des frères pour la vie. Et ce n'est pas ce qui s'est passé parce que les choses sont dégradées très rapidement. Les Chinois ont accusé les Russes de traîtrise, de ne pas les avoir aidés. Ils ont critiqué surtout en fait Khrouchtchev et la détente avec les États-Unis. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un schisme dans le mouvement communisme et les Chinois traitaient les Russes de révisionnistes et toutes les réunions du mouvement voyaient cet affrontement entre les deux. Quand j'étais étudiante à Pékin, la rue où était située l'ambassade d'Union soviétique avait été rebaptisée par les Chinois rue de l'anti-révisionniste, de l'anti-révisionnisme. Et ils les traitaient en permanence donc de révisionnistes, qui était à l'époque l'insulte suprême. Et même après Khrouchtchev, les successeurs, Kosygin, Brejnev, etc., ont été traités de révisionnistes, enfin de khrouchtchevistes sans Khrouchtchev, quoi. C'était donc la haine et la violence a perduré. Il y a eu les incidents sanglants sur le Souris, qui est un des fleuves. Ça, c'était quoi? Fin des années 60? C'est 69, les événements sur 68 ou 69, je crois que c'est 69.
les Donc là, on événements était sur... au bord de la guerre Ah là, nucléaire c'était au même. bord de la guerre, Ouais. absolument. Bah, il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs, et au bord de la guerre nucléaire parce que effectivement, les Chinois, d'abord, ils croyaient que les Soviétiques allaient lancer une bombe nucléaire. C'est ce que moi j'ai vécu quand j'étais étudiante, puisqu'on visitait les souterrains du métro, qui était l'abri nucléaire contre la Russie, alors que c'était 10 ans plus tard. Et c'était à l'époque, il me semble, Kosygin qui était allé voir Kissinger en lui disant bon, est-ce qu'on peut bombarder, enfin envoyer une bombe nucléaire sur la Chine. Ouais. Et Kissinger raconte dans ses mémoires qu'il a menacé la Russie de détruire complètement une vingtaine de villes russes s'il le faisait. Oui, parce que dans le même temps, il y avait une volonté de rapprochement des Américains et des Chinois. Absolument, bah, c'est la doctrine Kissinger hein, qui effectivement avait une vision des relations triangulaires et qui souhaitait se rapprocher de la puissance la plus faible qui était la Chine à ce moment-là contre l'Union soviétique qui était perçue comme la plus dangereuse. Et là, les relations étaient excellentes puisque donc, je l'ai dit, Kissinger qualifiait cette relation de quasi-alliance contre l'Union soviétique et dans ces rencontres avec aussi Deng Xiaoping qui s'était rendu triomphalement aux États-Unis en portant le costume de Texan et le chapeau. Et Kissinger disait à ce moment-là, comme Caton l'Ancien disait Carthago delenda est, il faut détruire Caton. Il dit Carthage, pardon, Carthage. Il dit Deng Xiaoping avait son clairon personnel, c'est il faut détruire l'Union soviétique ou attaquer l'Union soviétique. Donc tout ça a duré effectivement pendant longtemps. Cette relation a porté ses fruits un temps et puis avec la détente, les chutes de l'Union soviétique, évidemment, tout ça a disparu. Mais pour en revenir un petit peu au passé, la querelle n'a pas cessé avec la mort de Mao, puisque les Chinois ont refusé les condoléances, ni avec son successeur, ils ont refusé les félicitations. Il a fallu attendre la visite de Gorbatchev en 89, dont tout le monde se souvient, parce qu'il s'est retrouvé au milieu des événements étudiants sur la place Tiananmen. Avec des étudiants qui voyaient Gorbatchev à cette époque comme quelqu'un qui allait apporter peut-être la démocratie en Chine, donc une figure en tout cas, sinon révolutionnaire, du moins réformiste de la Chine. Tout à fait, il le considérait comme l'incarnation de la démocratie et certains étudiants disaient ça serait bien qu'on ait un Gorbatchev en Chine. Ça, ils n'ont pas dû aimer les dirigeants de l'époque. Alors les dirigeants n'ont absolument pas aimé effectivement et de toute façon aujourd'hui Gorbatchev est honni en Chine pour plusieurs raisons, mais celle-là n'est certainement pas absente. Bon, l'autre raison, c'est qu'il a détruit à la fois le système communiste et a abouti à la partition du pays. Donc, c'est le contre-modèle. Et Xi Jinping, qui a été directeur de l'école du Parti communiste, l'a fait étudier comme un cas d'école pendant très longtemps. Ouais. Alors, Sylvie Berman, comment est-ce que depuis cette période, c'est-à-dire les années 80 en fait, comment s'est reconstituée ce que j'appelle l'amitié ou l'entente cordiale, appelons-la comme ça, de la Russie et de la Chine contre les États-Unis d'une certaine façon et incidemment contre l'Europe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces deux pays se rapprochent? Quand Yeltsin est arrivé au pouvoir, il a fait un grand discours à l'ONU en disant désormais, ça sera, la Russie sera tournée vers la démocratie, les droits de l'homme. Et à l'époque, il considérait que la Chine était un voisin inutile et dangereux. Mais ils ont été déçus à nouveau par les États-Unis, par l'aide apportée par les États-Unis à la Russie, par espèce de condescendance, ce qui fait qu'un an après, Yeltsin a commencé à aller en Chine et à rétablir les relations avec Pékin. Ça s'est renforcé avec les différents secrétaires généraux. À l'époque de Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping, on parlait de Pou et Roux.
Pou pour Poutine, bien sûr, ou pour donc Pou et Roux, parce que les Chinois adorent ce genre de rapprochement. Et là, ça s'est intensifié en 2014, en réalité, au moment des Jeux Olympiques de Sotchi. Et incidemment du début de la guerre en Ukraine. Oui, mais c'était avant Sotchi. Ah, C'était d'accord. quelques semaines, je pense, avant. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les Jeux Olympiques de Sotchi étaient menacés de boycott par les pays occidentaux à cause de l'invasion des deux provinces de Géorgie. Et par solidarité, Xi Jinping, qui ne se rend jamais à de tels événements sportifs à l'étranger, a décidé de se rendre auprès de Vladimir Poutine. Alors ensuite, il y a eu effectivement l'annexion de la Crimée et l'intervention au Donbass, mais les Chinois n'ont jamais reconnu l'annexion de la Crimée. Mais il n'empêche que c'est le moment où les pays ont commencé à se rapprocher, et c'est un rapprochement qui s'est accéléré, puisqu'aujourd'hui on parle d'une amitié d'acier, d'une amitié sans limite. C'est ce qui a été dit au moment des Jeux Olympiques de Pékin, cette fois-ci des Jeux d'hiver, en février 2022, juste avant la guerre en Ukraine. Mais c'est un mouvement qui avait commencé avant et qui s'est consolidé effectivement à ce moment-là, pour la même raison, qui est la perception de l'Occident comme un ennemi, même s'il y a une différence entre la Chine et la Russie. C'est-à-dire que pour la Russie, il y avait un Occident collectif avec un chef qui était les États-Unis et des vassaux qui étaient les Européens. Aujourd'hui, bon, ils ménagent un peu Washington, mais je pense que sur la durée, cette perception demeurera. Pour les Chinois, l'Europe constituait une forme enfin pas d'alliance, mais de partenariat de revers contre les États-Unis, justement. C'est-à-dire que, et ils ne sont pas du tout hostiles à l'Europe, au contraire, ils ont soutenu l'Union européenne, ils ont soutenu l'euro, y compris pendant Pour la isoler crise les de l'euro, États-Unis. pour effectivement avoir un petit peu cette... oui. Enfin, Ouais. isolé, on ne peut pas parler véritablement d'isolement, mais pour effectivement avoir cette carte. Ouais. Alors c'est très intéressant, Sylvie Berman, hein, dans votre livre L'ours et le dragon, je rappelle, hein, chez Talandier. Donc cette amitié qui se veut éternelle actuellement, on pourrait refaire la chanson d'ailleurs. Oui. Quelqu'un, je sais pas, Mais un je crois rappeur que c'est moderne pourrait refaire la chanson Russie et Absolument, Chine. c'est vrai. Alors, je ne sais pas, elle est ressortie à un moment, je ne sais pas si c'était à l'occasion du 9 mai, donc la parade à Moscou, mais on m'a dit Ouais. qu'on l'avait de nouveau entendue. Oui, elle pourrait être modernisée. Elle pourrait être modernisée. Mais on sent quand même, à travers vos pages, un léger complexe de supériorité des Chinois par rapport aux Russes. Justement, alors est-ce que c'est une interprétation? Est-ce que c'est vrai? Justement par le fait que les Russes n'ont pas su faire de leur pays une grande puissance économique, alors que les Chinois, eux, ont su le faire. Oui, tout à fait. Il y a une forme. Enfin, les deux dirigeants s'entendent bien, ils se ressemblent, ils ont le même âge, ils ont une vision commune du nouveau monde affranchi des règles occidentales. Mais en revanche, les populations ont peu d'affinité l'une pour l'autre. Mais ça vaut dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette forme de mépris chinois parce que eux ont réussi ce que le grand frère, justement, a raté. Et du côté russe, les Russes se sentent profondément européens, et contrairement à ce que laisse entendre Vladimir Poutine pour des raisons essentiellement géopolitiques. Et ils considèrent les Chinois comme, aussi comme des jaunes, comme des gens, avec tout ce qui s'attachait à l'époque au péril jaune et au mépris qu'on pouvait avoir pour ces sociétés. Et ça vaut bien sûr pour la Chine. Et quand ils parlent, eux, de leur parti, des anciennes républiques asiatiques, on les appelle les culs noirs. Donc, en fait, ce côté eurasiatique est vrai géographiquement. C'est plus difficile à appréhender sur un plan humain, politique ou autre. En tout cas, les Chinois n'apprenaient pas le russe, les Russes n'apprenaient pas le chinois. Et puis, les Chinois voulaient sortir de ce
système communiste d'une certaine manière, parce qu'il y a un parti communiste en Chine, mais la Chine, comme ils le disent, la France est plus communiste qu'eux, parce que c'est plutôt un capitalisme total. Donc un jour, et c'est à l'époque où j'étais encore ambassadeur à Pékin, il y a une dizaine d'années, il y avait eu une visite de Vladimir Poutine et dans la région frontalière, c'est-à-dire l'ex-Mandchourie, beaucoup de choses positives, beaucoup de coopération dans la presse chinoise et les internautes qui étaient assez libres à l'époque, hein, sur le réseau Weibo, l'équivalent de Twitter, avaient dit mais ça suffit qu'il reparte et qu'il emmène son parti communiste. Donc voilà, il y a effectivement ce sentiment de supériorité de l'ancien petit frère un peu maltraité et qui a réussi. Et l'inversement de la puissance, c'est peut-être difficile à vivre pour Vladimir Poutine, mais en même temps, chacun trouve son intérêt à ce partenariat stratégique. On parle parfois d'ailleurs de vassalisation de la Russie actuellement par la Chine, parce que ce qui compte, en fait, à la fin de tout, c'est quand même la puissance économique. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur cette idée d'une vassalisation de la Russie par la Chine? Non, je pense qu'il n'y a pas de vassalisation. Alors Poutine, d'ailleurs, dit, après tout, c'est comme à l'époque des Mongols, ça n'a pas affecté l'identité de la Russie. C'est-à-dire qu'autant il considère que l'Occident menace l'identité de la Russie par tout ce qui dénonce, hein, la décadence de l'Occident, les LGBT, etc., etc., alors que la Chine ne le menace pas. Et D'accord, alors y a la pas... menace, il y a plus de menaces pour eux. Oui. L'Europe est plus menaçante d'un point de vue, Oui. je dirais presque ontologique, Absolument. que la Chine. Absolument. D'abord, la Chine n'a jamais cherché à modifier le régime des autres pays. Et les valeurs, même s'ils sont moins attachés aux valeurs conservatrices que les Russes, il n'empêche qu'ils partagent un petit peu, malgré tout, cette vision. Et la Chine n'a jamais empêché la Russie de mener telle ou telle politique. Ça ne veut pas dire que Xi Jinping n'encourage pas Vladimir Poutine au dialogue maintenant sur l'Ukraine, mais il n'a aucun moyen pour vraiment lui imposer de changer de politique. Poutine a une politique qui est déterminée par lui et ce que lui considère comme l'intérêt de son pays. Ouais. Donc il n'y a pas de un certain nombre de moyens de vassalisation. pression quand même, si la Russie va dans une direction qui... Alors, il l'a utilisé sur l'utilisation éventuelle des armes nucléaires tactiques, à la demande d'ailleurs des Américains, au moment où ça avait été évoqué quand les Russes avaient perdu la ville de Kherson. Mais ils vont pas, je veux dire, leur intérêt n'est pas que la Russie perde. Je pense qu'ils souhaitent qu'il y ait la paix parce que eux, ce qui les intéresse, c'est l'économie et que certaines des entreprises chinoises sont sous sanctions occidentales. Et donc, la guerre ne les arrange pas pour cela. Mais ils n'ont pas intérêt. Le ministre des Affaires étrangères chinois en visite en Europe, Wang Yi, il a dit on n'a pas intérêt à ce que la Russie perde. Donc, ils ne vont pas couper les fournitures, non pas d'armes létales, parce que ça, ils respectent les sanctions à la lettre. En même temps, ils fournissent des machines-outils avec des composants électroniques duals, donc ils peuvent être Ils achètent utilisés leur aussi pour le production militaire. Et ils achètent les productions, le d'hydrocarbures. gaz et le pétrole qui sont sous sanctions occidentales. Donc ça permet effectivement la survie du régime et la poursuite de la guerre. Mais encore une fois, comme ils sont partenaires contre les États-Unis, ils ne veulent pas l'affaiblissement de la Russie. Ouais. Alors Sylvie Berman, non seulement vous connaissez bien ces pays de l'intérieur, pour y avoir vécu, pour y avoir exercé des fonctions diplomatiques de très haut niveau, mais en plus vous connaissez les deux finalement, vous connaissez Poutine et vous connaissez Xi Jinping. Oui, tout à fait. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que, évidemment, c'est des personnalités qui nous fascinent, nous effrayent et nous fascinent d'une certaine façon. Vous avez parlé tout à l'heure de leur âge qui les rapproche, d'une certaine vision de l'État qui les rapproche. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui les rapproche?
Et qu'est-ce qui les éloigne? Alors, ce qui les rapproche, c'est la crainte d'une intervention ou d'une menace occidentale. Je le disais tout à l'heure, c'est l'OTAN pour la Russie et c'est les bases américaines de l'autre côté. Ce qu'ils ne veulent pas non plus, c'est d'ingérence dans leurs affaires internes, et c'est sur la question en particulier des droits de l'homme. Ils dénoncent également tout ce qui est deux poids, deux mesures. C'est pour ça qu'ils ont le soutien de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, hein, les grandes puissances émergentes, l'Afrique, l'Amérique latine, parce que l'Occident, enfin les États-Unis ont envahi l'Irak euh, sans qu'il y ait une guerre d'agression, hein. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de validation du Conseil de sécurité, il y a eu des crimes de guerre, il y a eu beaucoup de bavures de la part des milices, il y a eu l'intervention également en Libye, avec l'élimination de Kadhafi, donc du changement de régime, mais le point de départ, ça a été le Kosovo. Parce que le Kosovo, on a arraché un morceau de la Serbie pour créer un État avec des séparatistes. Donc, Serbie ils nous proche des disent Russes. aujourd'hui, Serbie proche des Russes. On a bombardé la Serbie sans validation, évidemment, des Nations Unies, décision unilatérale de l'OTAN, parce qu'ils n'acceptaient pas l'accord de paix qui était proposé. Donc, il y a eu 4 mois de bombardement. Il se trouve que l'ambassade de Chine a été victime d'un bombardement avec 2 ou 3 morts. Et ils considèrent que c'était délibéré. Alors, c'est plutôt une erreur de l'OTAN, mais qu'ils le croient ou qu'ils ne le croient pas, c'est quelque chose qui est exploité. Donc, il y a cette idée effectivement de deux poids, deux mesures. Et ces deux hommes considèrent qu'ils en ont assez des règles occidentales. C'est-à-dire quand on parle d'un système international régi par des règles, c'est les règles occidentales. Et c'est ce qu'ils dénoncent aujourd'hui. Par ailleurs, ils sont intéressés aussi, même c'est difficile, parce que le yuan n'est pas une monnaie de réserve, parce que ça reste une monnaie qui est quand même administrée. Ils souhaitent la dédollarisation du monde pour une raison simple, c'est que c'est grâce à l'hégémonie du dollar que les Américains peuvent sanctionner tous les pays du monde. Donc c'est ça aussi qui effectivement les rapproche. Et puis cette volonté, ce sentiment d'humiliation. Alors pour la Russie, c'est la période Yeltsin, où, à la fin de la chute de l'Union soviétique, où plus personne ne s'intéressait à la Russie. Puis ensuite, bon, Yeltsin était alcoolique, n'était pas évidemment pris au sérieux, mais c'est quelque chose qu'il ressent profondément, d'autant plus qu'il a vécu lui-même directement de Dresde la chute du Parti communiste, des institutions soviétiques, et cette idée d'humiliation par l'Occident. Bon, pour les Chinois, c'est le 19e. Alors la différence, c'est que les Chinois ont bien réussi. Donc la revanche, c'est un peu l'affichage de leur réussite, alors que sur le plan économique, la Russie est plutôt actuellement dans une situation de grande vulnérabilité. Et donc ce souhait d'avoir un monde qui ne soit plus régi par des règles occidentales aboutit à toutes ces réunions qu'on a vues avant la rencontre de Pékin, à Tianjin, l'organisation de la coopération de Shanghai, avec une vingtaine de chefs d'État, la rencontre des BRICS également, à Kazan, un an plus tôt, en Russie, alors que Poutine est inculpé par la Cour pénale internationale. Et dans les deux cas, le secrétaire général des Nations Unies, qui représente 193 pays et pas uniquement l'Occident comme on a tendance à le penser, s'y est rendu. Et donc toute cette vision de l'avenir, même s'il y a des différences entre les deux, encore une fois, je pense que le fait qu'ils aient le même âge, à un an près, joue. Même s'ils n'ont pas les mêmes origines, mais il n'empêche que c'est une vision du monde qu'il est plus facile de partager qu'avec un dirigeant qui aurait 40 ans de moins. Alors justement, ce sera ma dernière question sur ce thème. Sylvie Berman, ils ont tous les deux 70 ans ou 72 et 73 donc pour ils ne sont pas éternels. l'autre.
Euh, bon, et donc à un moment ou à un autre, ils quitteront le pouvoir, l'un et l'autre. Est-ce que vous voyez cette politique qu'ils ont initiée, finalement, tous les deux, perdurer, ou est-ce que vous voyez des zones de fragilité dans cette amitié affichée, en tout cas cette proximité actuelle entre les Russes et les Chinois? Bah, je pense que la proximité devrait perdurer, même si peut-être à l'avenir elle ne sera pas exclusive. Je pense que ça sera difficile pour le pays le plus peuplé du monde et le plus vaste du monde de devenir des démocraties. Donc je pense, mais je peux me tromper, je l'espère d'une certaine manière, qu'il y aura une évolution démocratique. Et donc, ils ont toute raison, en réalité, de rester proches, même si, finalement, s'il y a un rapprochement avec les États-Unis, ça offre, à la Russie, d'autres options et non pas, une relation exclusive. Mais en tout cas, c'est pas le choix qu'a fait pour le moment Vladimir Poutine. Les, libéraux, les opposants en Russie me disaient que, le successeur de Poutine serait peut-être pire, parce qu'il y a plus nationaliste encore. On n'en sait rien, bien sûr. Et du côté de Xi Jinping, c'est difficile de le savoir. À une époque, il y avait une ouverture, y compris à l'époque de Hu Jintao et Wen Jiabao, c'est-à-dire les précédents. Est-ce que ça évoluera pour plus d'ouverture dans la société? Mais ce qui demeurera, c'est cette volonté d'en faire des grandes puissances parce que c'est dissuasif. Alors pour Poutine, c'est dissuasif parce qu'il a 6000 ogives et qu'il est déterminé. Et Vladimir Poutine, c'est à la fois l'économie, les terres rares qui ont été utilisées de manière géopolitique aussi contre les États-Unis ou le Japon. Et puis, bon, ils sont en train de construire une marine qui est l'équivalent tous les 3 ans de la marine française, des armes hypersoniques ou autres. Donc c'est un ensemble pour la Russie et la Chine, et ils continueront à vouloir make Russia great again et make China great again. Et là, bah, ça entre un petit peu en confrontation, pas nécessairement militaire, je pense pas, mais avec les États-Unis qui ne veulent pas perdre leur statut de grande puissance. C'est le piège de Thucydide, hein, Le fameux piège de le fameux Thucydide avec piège de une puissance Thucydide. émergente et une puissance dominante, Voilà. et ces risques de guerre qui s'accroissent quand une puissance émergente vient, c'est en fait Oui. remettre en cause la puissance de la Alors, puissance ce dominante. que je dis aussi, parce que j'en parle dans le livre, d'un côté, il y a une forme de paranoïa Ouais. du côté de la puissance confirmée, les États-Unis, puis de l'autre, de l'hubris, avec cette volonté d'émerger en grande puissance, même si Xi Jinping n'a jamais dit la première puissance. Mais bon, c'est implicite. Sylvie Berman, j'aimerais qu'on quitte un petit peu, qu'on se décentre, qu'on quitte un petit peu l'univers russo-chinois ou sino-russe, et que comme vous êtes une analyste, une très fine analyste internationale, je voudrais que vous nous donniez un peu votre sentiment sur la situation actuellement, sur un autre point chaud qui est le Proche-Orient. Avec les développements actuels, cette guerre qui n'a pas l'air de finir au Proche-Orient. Voilà, quel est votre sentiment sur ce qui se passe, sur les événements les plus récents et la façon dont tout ça peut évoluer? Bah, écoutez, moi, je considère que c'est tragique, hein. Pendant des décennies, on a parlé d'une solution à 2 États qui me paraît la seule viable, même si ça paraît mission impossible aujourd'hui. Mais Qui a toujours été refusée par le Hamas. qui est refusé par le Hamas, mais bon, l'idée, c'est que ce ne soit pas le Hamas qui soit à l'avenir le dirigeant palestinien non plus, et qui aujourd'hui est refusé par Netanyahou et surtout par les 2 ministres suprémacistes, Ben-Gvir et Smotrich. Donc c'est une situation difficile. Il y a une société israélienne qui est quand même très clivée, hein, parce qu'il y a toujours des manifestations et des manifestations qui ne sont pas seulement des familles d'otages, mais c'est ceux qui avaient protesté contre la réforme du système juridique par Netanyahou.
Mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, qui est un traumatisme très profond, aujourd'hui, une partie de la population, mais surtout le gouvernement, est aussi dans une vision de vengeance. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les 600 signatures des anciens chefs de l'armée ou du Shin Bet ou du Mossad qui disent la guerre après 7 octobre était une guerre juste, elle a cessé d'être une guerre juste. Et donc, il faut aujourd'hui trouver une solution. Le seul qui peut aider, en réalité, c'est Donald Trump. Au début, quand il est arrivé au pouvoir, ou juste avant son arrivée au pouvoir, il avait dit je veux qu'il y ait une trêve et que les otages soient libérés avant que je prenne mes fonctions. Ce qui s'est passé, c'était son envoyé Steve Witkoff qui, justement, avait permis cela parce que Donald Trump était craint comme l'homme le plus puissant du pays le plus puissant au monde. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour lui parce que il n'a pas de réussite non plus en Ukraine, même s'il n'y a que lui qui pourra aider à avoir un jour un accord, puisque les Européens sont un peu impuissants. Et je pense que sur le Moyen-Orient, il peut jouer un rôle, d'autant plus qu'il y avait eu les accords d'Abraham, qui avaient été la principale réussite diplomatique de son premier mandat. Alors, les accords d'Abraham avaient été signés et négociés dans le plus grand secret, comme la diplomatie se faisait autrefois. Maintenant, la diplomatie, c'est par des tweets et c'est par des déclarations fracassantes. Et évidemment, ça suscite de nombreuses réactions et c'est plus difficile de le mener. Il a un Et même vous projet. pensez que les accords d'Abraham sont encore d'actualité, notamment avec le raidissement des positions, l'affaire de Doha il y a quelques jours? C'est effectivement l'affaire de Doha a beaucoup choqué certains, pas tous. Moi, je trouve que l'ensemble des pays arabes, bon, il y a ce qu'on appelle le lip service, où ils sont obligés effectivement de De dire, dénoncer ouais. verbalement. En même temps, ils se sont toujours méfiés des Palestiniens qui sont une émanation des frères musulmans. Donc, ils affichent une solidarité, mais en réalité, l'Arabie saoudite a suspendu le processus. Elle n'y a pas mis fin. Et je pense que l'Arabie saoudite souhaite effectivement cette normalisation avec Israël parce que ça permet des échanges économiques, scientifiques. Mais c'est difficile à faire tant qu'il y a cet abcès palestinien. Et c'est vrai que les frappes aujourd'hui, le nombre des populations civiles qui sont touchés, choquent beaucoup le monde, Mm. ce qui est... On a l'impression qu'après l'opération israélienne sur l'Iran, il y a eu au minimum une espèce de mutisme favorable de beaucoup de pays occidentaux qui ont dit, bon, bah, ils ont bien fait finalement. Il y a même le Premier ministre allemand, je crois, qui a dit, il a fait le sale boulot. les Israéliens ont fait le sale boulot, etc. Donc il y avait une espèce de retour de bâton favorable sur le fait qu'effectivement, Israël était un peu le bras armé contre des puissances qui voulaient, qui menaçaient l'Occident de façon nucléaire. Et puis avec ce qui se passe actuellement, on a l'impression qu'il y a à nouveau un petit retournement et que là, on s'éloigne Oui, tout à fait, parce que en fait, des Israéliens avaient dit au moment des frappes contre l'Iran, en disant c'est la dernière guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ennemi principal, celui qui appelait à la destruction d'Israël, qui avait armé tous les proxys, bien sûr le Hamas compris, se sont dit que c'était l'occasion sans doute maintenant de passer à un processus de paix. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, et effectivement, il y a le Hamas qui ne libère pas les otages, parce que c'est quand même finalement la condition préalable, mais parce que Netanyahou n'a jamais d'ailleurs inscrit la libération des otages comme une de ses priorités. Sa priorité, ça a toujours été la destruction du Hamas. Le problème, c'est qu'il n'y arrive pas.
Alors, Mmh. est-ce qu'il y arrivera en faisant cette guerre totale? Je veux dire, il y a pas de garantie, puis c'est, des haines, également pour des générations et donc bon, le Hezbollah a été affaibli, l'Iran aussi, le Hamas a été affaibli, même s'il n'a pas totalement disparu. Mais encore une fois, il n'y a pas d'autre solution qu'un État palestinien, pour une solution à 2 États, au lieu Mmh. d'avoir un ennemi intérieur, à vie. Donc je dois dire moi j'ai suivi cette question pendant des années, parce que j'étais en poste à Moscou pardon, j'étais en poste, à New York, j'ai été en poste, à Bruxelles, donc sur les questions, de paix et de sécurité. Donc au sein de l'Union européenne, on adoptait, à chaque Conseil européen des déclarations sur le conflit. D'ailleurs, on n'appelait pas ça conflit du Moyen-Orient, mais c'était, processus de paix au Moyen-Orient. C'était ça la formule. Or de processus de paix, On il n'y est en a plus loin. du tout. Ah oui, on est loin de ce temps-là. Est-ce que vous, votre âme de diplomate vous incite à penser que on peut entrevoir quand même une solution diplomatique, ou est-ce que c'est finalement une guerre qui va s'éterniser encore? Bon, elle existe depuis 70 ans, voire Oui, je sais plus. bien, souvent on approchait d'une solution, hein, il y a eu un certain Oui, mais il y nombre, avait toujours d'accords, quelqu'un il y avait pour tout toujours casser. absolument. Donc C'était le cas du Hamas le d'ailleurs. ris et c'était le cas C'était du le cas du Hamas, bien 7, sûr, du bien 7 sûr. octobre. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Donc c'est difficile d'entrevoir une solution de paix, même si, en fait, on peut en voir les paramètres. Les paramètres, on les connaît. Mais Ouais. c'est pareil pour l'Ukraine, hein, il y a des solutions, mais il faut qu'à un moment ce soit, mûr et pour le moment, bah, il faut un médiateur, bien évidemment et encore une fois, malheureusement, je dis malheureusement parce que je travaillé 10 ans dans les affaires européennes, l'Union européenne, enfin et les Européens sont hors jeu sur le sujet. Alors qu'on avait, joué un rôle. Bon, d'abord, on était les premiers avec la déclaration de Venise en 80 à avoir défini une solution à 2 États et qu'ensuite on avait, déployé une mission à la frontière à Rafah pour le contrôle. Donc l'Union et puis il y a eu le Quartet qui était à l'époque, dirigé par Tony Blair, enfin et aujourd'hui, les pays de l'Union européenne n'ont plus voix au chapitre. Mmh. Est-ce que, Sylvie Berman, il y a pas une peur aussi, des gouvernements comme celui de l'Arabie Saoudite, ou les Égyptiens, et cetera, une peur de leur propre peuple, en sachant que s'ils avancent trop dans la voie, diplomatique, d'une certaine façon, ils vont être, contrés par le peuple lui-même, et qu'ils ont une peur existentielle en tant que de leur pouvoir? Oui, bien sûr, parce qu'on parle toujours de la rue arabe ou arabo-musulmane dans le cas de l'Iran. Il y a une dichotomie entre les gouvernants qui seraient sans doute plus réalistes et les populations. Et effectivement, quand c'est des régimes autoritaires, on a toujours peur de sa population. L'Égypte, bon, qui évidemment ne pourra pas accepter un seul Palestinien, bon, revendique une solidarité avec les Palestiniens et le fait au nom de principes. En réalité, elle n'a pas du tout envie, d'accueillir, une émanation des frères musulmans, en Égypte. Sylvie Berman, ce sera ma dernière question. Il nous reste juste quelques 2-3 minutes. Est-ce que vous avez consacré votre vie à la diplomatie? Est-ce que de temps en temps, votre cœur de diplomate ne saigne pas à la vision de ce qui se passe actuellement? Oui, bien sûr, mais en même temps, je pense qu'il y a le temps de la guerre et il y a le temps de la diplomatie. C'est-à-dire que, les guerres existent malheureusement, simplement il y a un moment où chacune des parties, constate qu'elle ne peut pas gagner davantage et qu'elle risque de perdre et c'est là qu'il y a le temps de la diplomatie. Mais souvent les parties belligérantes ont besoin d'aide et c'est effectivement le rôle de la diplomatie. Mmh. Moi j'ai fait 25 ans de diplomatie multilatérale, donc entre autres aux Nations unies, c'était à chaque fois puis j'ai négocié les accords de paix sur le Cambodge, c'est évidemment pour, trouver une solution, de paix, une solution de paix durable. Malheureusement, on n'en est pas là. Eh bien, espérons que les diplomates reprendront un peu du poil de la bête, si on peut dire. En tout cas, de ces deux bêtes, l'ours et le Mmh. dragon. Je rappelle donc votre
le titre de votre livre, L'ours et le dragon, Russie, Chine, histoire d'une amitié sans limite, point d'interrogation, aux éditions Talendier. Merci d'être venu à l'Air du Temps. Merci Sylvie à Berman. vous. C'était L'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur 2, de 12h à 13h sur Radio RCJ. À bientôt pour une prochaine émission.